Bon, donc aujourd'hui, cours sur l'hydrogéologie. Donc la semaine dernière, on a fait une grande introduction sur l'hydrogéologie et les différents concepts qu'on va voir. Donc on va continuer. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu l'eau dans son milieu souterrain, dans lequel on va aborder plusieurs aspects. Aujourd'hui, je vais me contenter de vous parler de la molécule d'eau, de ses propriétés et de quelques propriétés physiques géométriques du réservoir d'eau souterraine. Donc, l'eau dans son milieu souterrain, bien sûr, c'est la molécule d'eau qui sont ses caractéristiques, comment cette molécule interagit dans le milieu souterrain. Donc, on va passer en revue ces caractéristiques que vous connaissez, puisque c'est un peu de la chimie. Donc, vous avez fait un peu de chimie. Donc, on va rappeler tout ça. Donc, l'eau, nature et propriété. La molécule d'eau, c'est H2O, comme représenté ici. Je vais prendre un pointeur. Comme représenté ici, donc un atome d'oxygène auquel est associé deux atomes d'hydrogène. Donc ça, avec un angle de 104,45 degrés et une distance de 0,96 à peu près, angstrom contre le centre de la molécule, enfin de l'atome d'oxygène et de l'atome d'hydrogène. Donc H2O est le constituant essentiel de l'eau pure. Donc la combinaison hydrogène-oxygène est réalisée par la mise en commun, comme indiqué ici sur la figure, de l'unique électron périphérique de l'hydrogène, l'hydrogène a un seul électron, avec la couche électronique externe non saturée. Non saturée, ça veut dire qu'il y a 6 électrons. Pour que ça soit saturé, il faut qu'il y ait 8. Donc, l'atome d'oxygène a besoin de deux électrons donc, qui sont ramenés par celle de l'hydrogène. Cette liaison, bien sûr, est très forte, donc qu'on appelle de type ionique, liaison commun-ion, relie en fait les deux atomes d'hydrogène à celui d'oxygène sous un angle de 104,45 degrés. On va voir la conséquence de cette disposition. Une propriété très importante de l'eau est sa nature polaire. Ça veut dire polaire. C'est-à-dire que la molécule d'eau forme un angle de 104,45 degrés au niveau de l'atome d'oxygène entre les deux liaisons avec les atomes d'hydrogène. Puisque l'oxygène a une électronégativité, chargée en fait négativement, électronégativité plus forte que l'hydrogène. L'atome d'oxygène a une charge partielle négative, donc d'où le delta de moins, alors que l'atome d'hydrogène, les atomes d'hydrogène ont une charge partielle positive. D'accord? Une molécule avec une telle différence de charge est appelée un dipôle. Dipôle, c'est-à-dire deux pôles. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit que la molécule d'eau est une molécule polaire. Cette polarité fait que les molécules d'eau s'attirent les uns les autres. Le côté positif de l'une attire le côté négatif d'une autre. Un tel lien électrique entre deux molécules s'appelle une liaison hydrogène. Je vais revenir sur cette notion de liaison hydrogène. Donc, la molécule, donc, cette disposition, si vous voulez, asymétrique
Asymétrie, c'est-à-dire que les atomes d'hydrogène ne sont pas disposés d'une façon symétrique par rapport à l'atome d'oxygène. Ils forment un angle de 104,45 degrés. Donc, cette asymétrie provoque un déséquilibre dans la répartition des charges. D'un côté, on a les charges négatives et de l'autre côté, on a les charges positives. Donc, on a un excès d'électrons du côté de l'oxygène et une insuffisance d'électrons du côté de l'hydrogène, donc charge positive. Donc, cette distribution crée ce qu'on appelle un dipôle électrique. Donc, on a un pôle positif du côté des atomes et un pôle négatif du côté des atomes d'hydrogène, d'oxygène, pardon. Donc, cette molécule d'eau présente un diamètre de 2,72 angstroms. Donc, c'est la distance entre les centres de deux atomes d'oxygène de dipôle liés par un pont hydrogène. Par exemple, 1 cm3 d'eau contient en conséquence de 3 à 4 10 puissance 22 molécules, soit 30 000 à 40 000 milliards de molécules. Mais chaque molécule est composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, mais en fait, il y a trois isotopes d'hydrogène. On va revenir sur cette notion d'isotopie, d'isotope. Donc, pour l'hydrogène, il y a le H1, le H2 ou le deutérium, et H3 ou le tritium, et aussi trois isotopes d'oxygène, le O16, le O17, le O18. Donc, en fait, si on fait la combinaison entre ces isotopes d'hydrogène et d'oxygène pour former H2O, il existe en fait 18 sortes de molécules d'eau. D'accord? Cependant, ces isotopes, autres que H1 et O16, sont très rares. Les plus abondants, c'est le H1 et le O16. Si on regarde la fréquence dans l'eau naturelle, par exemple pour l'hydrogène, le H1, il est à peu près à 0,99, soit 99% de H1 qui c'est le dominant en fait. Mais il existe aussi le H2 avec une fréquence de 1,56 10-4, donc très 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 faible. Il est encore très faible pour le tritium qui a une fréquence de 10-16. Pour l'oxygène, le plus abondant, bien sûr, c'est le O16 avec 0,99%, si vous voulez. Et le O17, c'est 3,7 10 puissance moins 4. Et le O18, c'est 2,03 10 moins 3. C'est quoi un isotope? Donc, si on regarde par exemple sur le tableau de Mendeleïev, qui répartit les éléments chimiques, on les a classés en fonction de deux paramètres, le A et le Z. Le A, c'est quoi? Le A est le nombre de masses. Il représente la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons. D'accord? Par exemple, ici pour l'oxygène, c'est 16. Ici, 16. Z, c'est le nombre, le numéro atomique. C'est quoi le numéro atomique? Il correspond au nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons. Ces atomes peuvent en revanche compter un nombre variable de neutrons dans leur noyau, ce qu'on appelle l'isotope. Donc, par exemple, ici, le numéro atomique, le nombre d'électrons pour une atome, est toujours le même. D'accord? Ici, pour l'oxygène, c'est 8. Alors que le nombre de masses peut être variable puisqu'il y a des neutrons qui peuvent varier. On va expliquer ça. Donc, on appelle isotope d'un certain élément chimique les nucléaires partageant le même nombre de protons, comme ici, caractéristique de cet élément, mais ayant un nombre de neutrons différent.
neutrons ici, puisque A, A est égal proton plus neutron. Donc là, la différence, c'est le neutron qui diffère. C'est pour ça qu'on a au 16, au 17 et au 18. Donc, autrement dit, si l'on considère deux nucléides dont les nombres de protons sont Z et Z', par exemple ici, et les nombres de neutrons N et N', ces nucléides sont dits isotopes si Z est égal à Z', comme ici, c'est la même, c'est 8 pour l'oxygène. Pour l'hydrogène, par exemple, ici, c'est 1, d'accord? Et les nombres le nombre de neutrons, N et N', donc ces nucléides sont dits isotopes si Z, j'ai dit, est égal à Z', et le nombre de neutrons est différent. Ici, le nombre de neutrons est différent. Donc, on a des isotopes. Par exemple, pour les trois isotopes naturels de l'hydrogène, le fait que chaque isotope ait un proton, donc il y a un proton rouge ici, donc c'est pour ça qu'il y a le 1 ici. Donc, on a différentes variables qui font l'identité de l'isotope qui est donnée par le nombre de protons et de neutrons. Par exemple, pour H1, donc, il y a 0 neutron. Pour le H2, ou le deutérium, on appelle deutérium, avec un neutron. Et pour le tritium, on a 2 neutrons. Donc, on a 3 isotopes d'hydrogène, 3 isotopes d'oxygène. Et cette caractéristique isotopique, ça permettra par la suite, je crois que vous allez voir ça dans le cours, lorsqu'on veut tracer une molécule d'eau, on va regarder les proportions en ces isotopes parce que ces isotopes varient en fonction de plusieurs paramètres, en fonction de l'altitude, de la continentalité et pas mal de paramètres. Donc, ça permettra de suivre, par exemple, une molécule d'eau et tracer une molécule d'eau. Le tritium, par exemple, nous permettra de dater, de faire une datation de l'eau, bien sûr, pour les eaux récentes. Lorsqu'il s'agit d'eau ancienne, on utilise d'autres isotopes, comme l'isotope carbone 14, et ainsi de suite. Donc, revenons à la structure dipolaire de l'atome d'oxygène. Donc, un pôle positif et un pôle négatif. Qu'est-ce qu'il a comme conséquence? Elle est en fait des attractions électrostatiques. Il y en a plusieurs. La première, c'est les attractions des molécules d'eau entre elles. D'accord? Deuxième, c'est des molécules d'eau avec les ions qui sont dans l'eau et des molécules d'eau avec les particules solides. Donc, on va passer en revue ces trois attractions électrostatiques. On va les expliquer. Donc, des molécules d'eau entre elles. Comme schématisé ici, j'ai parlé tout à l'heure de liaison hydrogène dans l'eau. Donc, un atome d'oxygène qui est chargé négativement attirera le pôle positif d'une autre molécule d'eau chargée négativement. Donc, pôle négatif ici, pôle positif. Donc, ça forme ce qu'on appelle la liaison hydrogène ou pont hydrogène. Donc, ils sont aussi responsables de l'état cristallin de l'eau, c'est-à-dire la glace. Donc, cette liaison hydrogène au pont hydrogène est une force intermoléculaire ou intramoléculaire impliquant un atome d'hydrogène et un atome électronégatif, comme l'oxygène. L'intensité de liaison hydrogène, elle est intermédiaire en celle de liaison, ce qu'on appelle liaison covalente, et celle des forces de Van der Waals. Ça, c'est des notions de chimie que vous connaissez. Donc, en général, les liaisons hydrogènes sont plus fortes que les interactions de Van der Waals.
À l'état liquide, ces liaisons sont distendues et ne s'effectuent que de façon aléatoire intermittente. Intermittente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur durée de vie de cette liaison est faible. Elle est de l'ordre de 10-10 à 10-11 secondes. C'est pour ça qu'on a l'état liquide. Ce qui explique que l'eau est en fait une sorte de mélange de microcristaux de glace et de molécules libres. Regardons maintenant la deuxième force électrostatique, c'est-à-dire interaction des molécules d'eau avec les ions. Prenons par exemple un verre dans lequel on va mettre du sel, c'est-à-dire le chlorure de sodium, qui est représenté ici. D'accord? On dit que l'eau est un excellent solvant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il permet de dissocier de nombreuses substances. L'affinité des molécules de soluté, par exemple ici le NaCl, ou des ions pour l'eau, est alors supérieure à celle des molécules d'eau entre elles. Donc, on a la molécule, le pôle négatif de l'oxygène va chercher le pôle positif du sodium, par exemple, et inversement. Donc, on va dissocier le chlore ici, donc il va être entouré par des molécules d'eau ici, et de même que le sodium, pôle positif, va être entouré par des molécules d'eau. Donc, cette liaison NaCl est cassée. Donc, on n'a plus de sel, on dit qu'elle est dessous. C'est pour ça que l'eau est un excellent solvant, donc il permet de casser des liaisons de plusieurs solutés. C'est pour ça qu'on se lave les mains, donc pour un peu dégager les saletés. La troisième interaction, c'est des molécules avec les particules solides, puisque l'eau est dans le réservoir. Donc la surface des particules est chargée négativement par substitution cationique des couches élémentaires, par exemple des minéraux filiteux. Donc cette substitution, par exemple, de Al3, c'est-à-dire l'aluminium, remplace le Si, silicium. Donc on aura un excès d'électrons qui se baladent, donc on a une liaison saturée due à l'interruption du réseau cristallin en bordure du minéral. Donc, à cette surface des particules, les dipôles d'eau, donc il y a un pôle positif et un pôle négatif, vont se fixer fortement en s'orientant perpendiculairement à cette surface des particules. Et bien sûr, l'épaisseur de cette couche d'eau absorbée est variable. Elle est de l'ordre de quelques dizaines de couches moléculaires, tout au plus, soit 10 à 50 angstroms au-dessus de la surface des particules. Bien sûr, à ces forces électrostatiques de l'eau s'ajoutent les forces de Van der Waals, aux forces moléculaires de cohésion, qui existent dans toute masse de substances. De plus, certaines forces de répulsion à court rayon d'action, par exemple les forces de Bond, compensent partiellement les effets des deux premières, c'est-à-dire Van der Waals et les forces moléculaires. Donc, on conçoit que l'eau pourra présenter des états énergétiques et des propriétés physiques différentes selon la proximité de la surface des grains. On va revenir par la suite dans le cours des états énergétiques qui vont expliquer un petit peu le mouvement de l'eau. Voilà, donc rapidement, les propriétés de la molécule d'eau qui vont nous servir d'expliquer un certain nombre de concepts, notamment
ce qu'on appelle la capillarité ou l'ascension capillaire que j'ai introduite dans le cours précédent. Regardons maintenant les propriétés physiques géométriques de réservoir d'eau souterrain. Donc, on va s'intéresser au réservoir. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse en hydrogéologie, bien sûr, c'est les roches qui ont ou les terrains, ou les matériaux qui ont une certaine porosité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'eau, donc ça ne nous intéresse pas. Donc, je vais faire vous rappeler certaines définitions de terrain, qu'est-ce qu'un terrain, qu'est-ce qu'une roche, qu'est-ce qu'un sol. Parce que lorsque vous aurez à caractériser un réservoir, c'est des notions sur lesquelles vous allez pouvoir revenir en utilisant les différentes disciplines de géologie comme la stratigraphie, la sédimentologie, la structurale, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'un terrain? Donc, un terrain ou ensemble lithologique. Un ensemble lithologique correspondant à des gisements de roches dépendant de leur modalité de formation, c'est-à-dire comment ils sont formés, un calcaire, comment il est formé, un grès, comment il est formé, un granit, et des choses comme ça. Et leur mise en place, comment ils sont mis en place, et quelles sont les modifications qu'ils ont subies au cours de leur histoire géologique. Donc la mise en place d'un terrain, mais avec les orogénèses, il va subir des modifications. Mais un terrain, donc, c'est un ensemble lithologique, cohérent, formé de la même gisement de roche. Mais qu'est-ce qu'une roche? Juste un rappel, c'est des notions que vous avez vues déjà. Donc, elle peut être définie comme étant un matériau minéral naturel de l'écorce terrestre et qui présente, bien sûr, en toutes ses parties, une même composition minéralogique, une même structure. Un granit est formé de quartz, de feldspath, de mica, d'accord, et a une certaine structure, renue, fracturée, des choses comme ça. Et d'un point de vue purement géométrique et mécanique, on peut classer ces roches en plusieurs catégories. Donc ce classement, c'est toujours, je dis, purement géométrique et mécanique. Relation avec la possibilité d'avoir la porosité. Donc on définit une roche meuble, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une roche meuble? C'est-à-dire formée de grains minéraux non cimentés. Non cimentés, c'est-à-dire que les grains ne sont pas liés les uns aux autres. On peut distinguer plusieurs types. Donc, simplement juxtaposer, ce frottement permet à une telle roche meuble de ne pas s'écouler comme l'eau sous son propre poids. En géotechnique, par exemple, on appelle ce type de roche un sol grenu ou pulvérulent. Un exemple simple, c'est les roches meubles de ce genre, les sables, les graviers ou les galets. Donc, c'est des roches meubles. Ou qui sont fortement donc juxtaposés, frottants et adhérents. Donc, en plus de frottement, interviennent des forces d'attraction entre les grains, liées à un effet de surface important par rapport à la faible masse des grains. Ces forces sont dites de cohésion. Et en géotechnique, ces roches entrent dans la catégorie de sol fin ou cohérent. Un exemple très simple, c'est les limons ou les siltes et les argiles. D'accord? Tous ces roches donc, rentrent dans la catégorie de roches meubles. Donc les sables, les graviers, les galets, les limons et les argiles. Deuxième type
de roches, c'est ce qu'on appelle les roches consolidées ou roches cohérentes. On distingue des roches compactes ou agrégées, donc sont formées généralement de cristaux qui sont engronnés, c'est-à-dire liés les uns aux autres. Un exemple, c'est les granites, les gneiss, c'est des roches compactes. Donc pour nous, un granit qui est formé de grains engrenés n'est intéressant en hydrogéologie que si elle est fracturée, car c'est la fracturation qui crée le vide, et s'il y a le vide, il y a possibilité que l'eau y existe. Eau de cristaux dans une pâte non cristalline, c'est comme les roches volcaniques, comme le basalte et la rhyolite, par exemple. Les grains sont fortement soudés les uns aux autres, et comme j'ai dit, c'est uniquement les cassures ou les fractures qui permettra de rendre ces roches compactes intéressantes d'un point de vue hydrogéologique. Deuxième type de roches compactes, consolidées, pardon, c'est des roches granulaires. Granulaires, c'est-à-dire des grains qui sont partiellement cimentés. Parce que s'ils sont totalement cimentés, bon, c'est pas intéressant d'un point de vue hydrogéologique. Qui sont partiellement cimentés, où les interstices entre les grains sont incomplètement comblés par un dépôt qui réunit les grains tel un ciment dans le béton, par exemple. Un exemple de roche de ce genre, c'est les grès. Les grès, qu'est-ce qu'un grès? En fait, un grès, c'est un sable consolidé. La craie, par exemple, c'est une roche granulaire. Troisième type de ce type de roche consolidée, c'est les roches vacuolaires, dans lesquelles des vides se sont formés, soit dès l'origine de la mise en place de ces roches, par dégazage de lave, c'est-à-dire, par exemple, lors de volcans. Il y a un dégazage, il y a un dépôt, donc le gaz occupait un espace, et lorsqu'il y a dégazage, il va laisser ce vide. Par exemple, les basaltes bulleux, ou soit par dissolution ultérieure de ces constituants, de certains constituants, donc qui vont laisser des vacuoles. Donc, c'est des roches vacuolées. Donc, ceci, c'est une classification avec laquelle on va travailler. Et comme vous pouvez voir, c'est toujours par rapport à cette possibilité de définir les vides, ce qui nous intéresse.